Je m'appelle Camille Momé, je suis chercheuse INRIA dans l'équipe M10, donc c'est une équipe qui est affiliée à l'Université de Rennes, INRIA, CNRS et INSERM. Je suis neuroinformaticienne. Je m'intéresse aux données dans le contexte de l'imagerie cérébrale et comment mieux les utiliser pour comprendre notre cerveau. Je m'intéresse personnellement particulièrement à la problématique de la réutilisation des données, comment on va pouvoir utiliser des données qui ont déjà été produites dans un autre contexte, notamment avec l'augmentation de l'ouverture des données. Dans ma thèse, un des points que j'ai abordé sur la question des données, puisque dans l'évaluation environnementale, c'est la disponibilité de la donnée, sa qualité, mais aussi sa capacité à être interrogée. Ça fait écho à des travaux que j'ai menés dans cette communauté aussi, avec d'autres groupes, notamment sous l'égide de l'INCF, qui est l'International Neuroinformatics Coordinating Facility, où on va effectivement développer ce qu'on appelle des standards qui vont permettre de partager les données, mais aussi de partager assez de métadonnées avec ces données pour qu'elles fassent sens. Et donc, il y a une partie des modèles qui sont basés RDF, donc effectivement avec du Sparkle, mais jusque-là, on n'avait finalement pas du tout de standard pour représenter les données. C'est-à-dire que chaque laboratoire représentait les données d'une certaine façon. Donc, quand je dis les données, ça va être... par exemple, quand on a plusieurs participants, chaque participant va avoir plusieurs images. Ça va être une image anatomique qui va être une sorte de photo du cerveau, une image fonctionnelle qui va montrer l'activité cérébrale, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces données qu'on rattache à un participant, il va falloir les organiser d'une certaine façon pour qu'on sache, eh bien, telle image appartient à telle personne, c'est tel type d'imagerie, et ainsi de suite. Et ça, on n'avait pas de façon standardisée de le représenter. Et donc, en 2016, a été publié un article qui propose un modèle qui est vraiment simple, qui est juste basé sur des dossiers, des fichiers JSON, et qui permet de structurer finalement ces informations-là. Alors, c'est pas aussi puissant que du RDF, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir interroger si on a plusieurs jeux de données qui sont représentés avec ce standard qui s'appelle BIDS pour Brain Imaging Data Structure, ça va pas être facile d'aller les interroger, mais au moins les données, les métadonnées sont structurées, ce qui permet d'avoir des algorithmes qui vont venir pouvoir les interroger, ce qui avant finalement on était obligé de modifier le code à chaque nouveau jeu de données qu'on allait regarder. Alors, bon, le premier type de valorisation, c'est ce qu'on retrouve partout dans la recherche, hein, c'est d'écrire des articles scientifiques. Une chose peut-être intéressante liée à la notion finalement d'ouverture des données, c'est ce qu'on appelle les data papers, donc les articles sur les données, qui sont un type d'article qui permet finalement non pas de décrire le résultat d'une étude, d'une analyse sur les données, mais de décrire un jeu de données brut qui va être finalement mis à disposition de la communauté. Donc ça, c'est une façon de contrebalancer ce que je disais tout à l'heure, où finalement les données IRM ont un coût. Finalement, aller ouvrir des données accompagnées d'un article, c'est une façon une façon de valoriser ces données. C'est le rendre citable. Pardon, de les rendre citables. Exactement. Et donc la publication et la citation, c'est quelque chose qui est très important pour les chercheurs, pour la carrière des chercheurs. Je pense que de plus en plus, on voit cette notion de science ouverte qui devient quelque chose de valorisable. Ça devient valorisable. On peut penser aux compétences, par exemple, qu'on développe en sciences ouvertes. Prenons par exemple un doctorant ou un postdoc ou même un chercheur qui aurait partagé des données. Je pense que c'est quelque chose maintenant qu'on peut mettre dans un CV parce que les groupes de recherche ont de plus en plus besoin de faire ça. En dehors des articles, on va valoriser d'autres types de résultats pour une étude. Donc, on a déjà parlé de la possibilité de partager les données, qui vont être les données brutes, les données d'entrée, mais on peut aussi regarder de plus en plus le partage du code. Donc, ça va pas être forcément un outil logiciel qui va être réutilisable, mais plutôt le code qui décrit l'analyse qui a été effectuée.
eh bien ça, on voit des efforts pour rendre le code citable lui aussi. En plus, on a des mécanismes qui nous permettent d'aller mettre ce code dans l'article. Donc ça va être par exemple en utilisant Zenodo qui crée un DOI, ça va être ou bien en utilisant Software Heritage qui nous permet d'avoir des URL qui vont rester persistantes dans le temps, parce que c'est important d'être sûr que notre code sera accessible plus tard. Donc ça, c'est la première façon finalement de partager du code, et généralement, je dirais que ça se fait au sein de l'article. Mais on voit aussi, pour valoriser plutôt des librairies, des outils qui vont pouvoir être réutilisés par d'autres, on voit des journaux. Je pense à JOST, je crois, Journal of Open Science Software, qui est une façon assez simplifiée, qui se passe totalement sur GitHub, d'aller finalement publier un outil logiciel et de le rendre encore une fois citable. Voilà. Après, moi, j'ai jamais eu à utiliser ça de façon directe, mais je sais qu'il y a un certain nombre, on voit sur Twitter, ailleurs, des gens parfois qui ont été contactés par les éditeurs de journaux pour ne pas avoir respecté les embargos, des gens hors de France. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'avoir le soutien de l'institution, c'est beaucoup plus confortable pour les chercheurs. Donc l'OSCIG, c'est pour Open Science Special Interest Group. C'est donc un groupe d'intérêt sur la science ouverte qui est lié à la conférence OHBM, Organization of Human Brain Mapping, qui a lieu chaque année. Donc c'est une conférence assez grande qui regroupe entre 2000 et 4000 chercheurs-chercheuses chaque année sur la thématique de l'imagerie cérébrale. Et ce qui est intéressant dans cette communauté, c'est qu'on a des profils assez diversifiés, donc notamment une belle communauté qui vient de la psychologie et aussi une communauté plus informatique. Donc ça fait des gens avec des parcours différents et forcément des approches différentes. Et donc ce groupe d'intérêt, et ce groupe a deux actions principales chaque année. C'est donc deux événements. Le premier, c'est un hackathon, workshop finalement, où les participants vont se retrouver pour travailler ensemble sur des projets de leur choix. Donc c'est extrêmement dynamique, un endroit où on voit la science collaborative en marche finalement. On organise aussi je sais pas si on peut dire une mini-conférence, un programme de présentation orale et de discussion qui s'appelle l'Open Science Room et qui a lieu en parallèle de la conférence principale. Cette année, sur ces deux événements, on a eu environ 1000 personnes qui ont participé. C'est des événements qui finalement ont eu lieu en virtuel. Et donc, ça a été vraiment, au sein de ce groupe, l'occasion d'essayer de tendre vers une recherche, vers une participation plus globale, puisque finalement, habituellement, il faut quand même voyager jusqu'au lieu de la conférence et ça limite énormément le nombre de personnes qui peuvent participer. Si, il y a eu un hackathon cette année, tout organisé tout en virtuel, autour de, comme l'OSR, ça a été organisé autour de ce qu'on appelait des hubs. On avait Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et les Amériques. Le hackathon, il est en deux parties. Le hackathon HBM, il y a cette partie plus projet qu'on appelle Hack Track, mais il y a aussi une partie plus de cours qui sont organisés, qu'on appelle Train Track, et toutes les vidéos de la Train Track sont maintenant en ligne. Okay. L'année dernière, au hackathon, on avait 95% de participants qui venaient d'Amérique du Nord ou d'Europe. Cette année, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais on a quelque chose de beaucoup plus distribué géographiquement, mais en ayant un événement virtuel, c'est la possibilité d'aller vers quelque chose de plus global. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'occurrences de ce type d'événement vient parce que ils ont un coût. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des frais d'inscription, parce qu'il faut prendre en charge l'hébergement d'outils de travail en ligne ou des choses comme ça.
Alors, en fait, j'ai pas mentionné ça, mais j'ai parlé du hackathon de l'Open Science League, mais en fait, ce hackathon, il fait partie c'est un groupe un peu informel qui s'appelle Brain Hack, qui sont donc des hackathons dans le domaine de la neuroimagerie. Et ces événements-là, il y en a toute l'année, partout dans le monde. Chaque chercheur peut en organiser. Et à organiser localement, c'est un coût qui est beaucoup plus faible puisqu'on n'a pas à voyager. À Rennes, on a participé 2 fois à le Brainac qui a lieu 1 fois par an, qui s'appelle Brainac Global, où finalement, plein de petits événements de ce type sont organisés partout dans le monde au même moment. Et donc, on peut avoir des échanges entre sites, mais on travaille essentiellement localement. Donc, c'est un partage un peu de pratiques, d'échanges. Ça facilite l'organisation aussi d'avoir une structure plus large. Donc on en a beaucoup et je pense que de plus en plus de gens y participent. Le coût pour les participants, ça dépend du Brainac en fait. C'est tellement décentralisé que l'événement est organisé localement et définit son coût localement. Il y a pas de vraie organisation globale qui gère ça. C'est vraiment chaque chercheur qui adhère finalement à ce modèle de pensée, qui peut aller créer son événement et en faire la pub sur ce site web. Quand on a organisé à Rennes, on n'avait pas de frais d'inscription. Et alors, ça me fait vraiment réaliser que j'ai oublié de parler d'une chose, j'ai oublié de parler d'aperture. Et je pense que c'est donc les personnes dans notre communauté qui réfléchissent à ces questions-là de façon rapprochée. Je crois qu'ils vont sortir une première version bêta dans les prochains mois. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir aller publier des choses très différentes. Et l'idée, c'est aussi d'arriver à créer un nouveau système de publication qui soit de très haute qualité, disons, qui devienne un peu la star dans le domaine. Et je pense que ces efforts-là sont importants aussi parce qu'il nous faut une nouvelle maison pour savoir où est-ce qu'on va aller publier nos articles quand on n'ira plus chez les journaux commerciaux, quoi. C'est un bon tour. Peut-être juste une chose à ajouter que j'ai pas forcément dit explicitement, mais qui était un peu en trame de fond. C'est cette notion, donc moi je parle de science ouverte, cette idée d'aller mettre à disposition de la communauté des résultats de recherche, des artefacts, que ce soit du code, donc initialement des journaux, ensuite des données, maintenant du code, mais aussi des idées. Je pense que foncièrement, ça change la façon dont on fait la recherche. On travaille de façon moins individuelle au sein d'un laboratoire ou au sein d'un consortium et de façon plus collaborative, et ce, à toutes les étapes. Et je pense que ça nous emmène vers une recherche qui est plus efficace, mais aussi au niveau des questions de recherche, aller parler très tôt d'une idée de recherche, ça permet déjà, en l'exposant à différentes personnes, d'entendre parler d'initiatives auxquelles on connaissait pas encore. C'est aussi une façon d'affiner un peu ces idées, de les rendre plus claires, d'éviter certains écueils. Et donc, on a finalement un développement de la recherche qui est beaucoup plus collaboratif, je trouve.